Le soleil était chaud, la poussière s'élevait et les voitures rugissaient au-dessus. Sous le pont d'Oshodi, les gens se déplaçaient rapidement, contournant une vieille femme mince qui gisait à terre comme une ombre oubliée. Personne ne s'arrêtait. Personne ne regardait deux fois. Amara, elle, le fit. Elle tomba à genoux dans sa robe de cendre déchirée. L'ourlet déjà brun de poussière. Ses cheveux étaient en désordre et libres autour de son visage. Dans ses mains se trouvait son seul repas de la journée. Un petit plat à emporter de riz jollof et une bouteille d'eau. Un étranger bienveillant l'avait aidé. « Maman, pouvez-vous m'entendre » murmura Amara. Les lèvres de la vieille femme étaient sèches. Ses yeux étaient à moitié fermés. Elle ne répondit pas. Amara s'assit à même le sol et souleva doucement la femme sur ses genoux. Elle ouvrit la nourriture, prit une petite cuillerée de riz chaud et souffla doucement dessus. « S'il vous plaît, essayez » supplia-t-elle. La femme avala une fois, puis à nouveau, lentement, douloureusement. Comme si chaque bouchée était une petite montée sur une colline. Les voitures continuaient à passer. Les chaussures continuaient à marcher. Quelqu'un siffla. Quelqu'un rit. Personne n'aida. Amara continua à nourrir. Quand le dernier grain fut parti, elle ouvrit la bouteille et la plaça sur les lèvres de la femme. La femme but toussa, puis parla enfin d'une voix fine et tremblante. « Merci, ma fille. Vous m'avez sauvée. » Amara la serra un peu plus fort. « Vous êtes en sécurité maintenant. Dites-moi, avez-vous quelqu'un que je puisse appeler ?» La vieille femme cligna des yeux comme si elle essayait de se rappeler un nom de loin. « Mon fils Anderson, » dit-elle, un numéro lentement, soigneusement, comme si les chiffres étaient le seul pont qui lui restait pour revenir à la vie. Le cœur d'Amara battit plus fort. Elle fouilla dans son petit sac en plastique et en sortit son petit téléphone, celui avec des fissures sur l'écran. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle composait le numéro. La ligne fut décrochée. Une voix calme et profonde dit « Qui est à l'appareil ?» « Je m'appelle Amara, » dit-elle, essayant de paraître courageuse. « J'ai trouvé votre mère sous le pont d'Oshodi. Je lui ai donné ma nourriture, mais elle a besoin d'aide. Veuillez venir maintenant. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne, un silence rempli de peur. Puis la voix revint, nette et éveillée. « Restez avec elle. Je suis en route. » Amara regarda la femme sur ses genoux. « Votre fils arrive. » La vieille femme essaya de sourire, un faible et reconnaissant sourire. Puis ses yeux se fermèrent. Coupé. Avant ce jour, avant l'assiette de riz jollof, avant l'appel téléphonique qui allait changer sa vie, Amara était une jeune fille avec un avenir prometteur et une nouvelle robe pour son jour de remise des diplômes. Ses parents avaient promis de venir. Ils avaient promis d'applaudir le plus fort. Ils avaient promis de prendre une photo avec elle à côté de la porte de l'école à Surillé avec elle tenant le prix de la meilleure étudiante. Elle avait planifié la pose. Elle avait pratiqué le sourire. Ils n'y sont jamais arrivés. Il y eut un accident. Il y eut des voisins à la porte. Il y eut une course à l'hôpital. Il y eut des murmures. Et puis il n'y eut plus de promesses. Tout ce qui suivit sembla être une longue nuit noire. Sa tante Adana portait des vêtements raides et avait un visage dur. Son oncle Namdi parlait avec une langue douce qui semblait de l'huile froide. Ils dirent à tout le monde que le père décédé d'Amara leur devait de l'argent. Ils vendirent la maison. Ils prirent ce qu'il restait. Et quand Amara pleura et demanda où elle dormirait, ils lui tournèrent le dos et fermèrent la porte. Elle dormit à l'arrêt de bus cette nuit-là, serrant son sac d'école comme un petit bouclier. Les jours qui suivirent furent une dure cadence. Se réveiller tôt, trouver un coin sûr, surveiller son sac, mendier de la nourriture, espérer de la gentillesse, éviter le danger. Certains jours, la gentillesse venait dans un bol en plastique, le riz restant de quelqu'un, un morceau de pain, une bouteille avec seulement quelques gorgées d'eau. Certains jours, la gentillesse ne venait pas du tout. Amara gardait un petit rêve caché dans sa poitrine comme une flamme protégée par deux mains. Elle voulait toujours être médecin. Elle voulait aider les gens à vivre. Elle voulait se tenir dans une blouse blanche et dire « Vous allez bien, mais les rêves, comme les feux, ont besoin d'air. » Sous le pont, l'air était rare. Le jour où elle trouva la vieille femme, Amara n'avait rien mangé depuis le matin. Un homme en chemise blanche propre lui avait mis quelques néras dans la paume et avait dit « Utilisez-le bien ». Elle avait acheté du riz jollof et de l'eau et s'était dit qu'elle mangerait lentement, pour que cela dure jusqu'à la nuit. Puis elle vit la femme à terre.
Il lui sembla que le monde entier posait une question. Que allez-vous faire maintenant? Ses pieds bougèrent avant que sa peur ne puisse parler. Elle alla vers la femme. Elle lui donna la nourriture. Elle lui donna l'eau. Elle lui donna ses genoux. Maintenant, le fils de la femme arrivait. Amara écarta la poussière du front de la femme. Restez avec moi, murmura-t-elle. S'il vous plaît, restez. Un SUV noir glissa jusqu'à s'arrêter près du pont. La porte s'ouvrit rapidement. Un homme grand en sortit, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, avec de l'inquiétude dans les yeux et de la puissance dans sa démarche. Un chauffeur se précipita avec une couverture. Maman, cria l'homme, s'agenouillant. Il toucha la joue de la femme et sa voix se brisa. Maman, pouvez-vous m'entendre? Les cils de la vieille femme tremblèrent. Anderson, murmura-t-elle, à peine un son. Il leva les yeux vers Amara. Pendant une seconde, son visage changea, passant de la surprise à la gratitude, puis à quelque chose qui ressemblait au respect. C'est vous qui m'avez appelé? Oui, dit Amara, sa voix petite. Elle était seule. Je lui ai donné ma nourriture, sa mâchoire se serra. Merci, le chauffeur enveloppa la femme dans la couverture. Anderson souleva sa mère comme si elle était faite de verre. Nous allons à l'hôpital, dit-il. Il se tourna vers Amara. Veuillez venir avec nous. Moi? Amara cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais demandé de venir. Les gens lui disaient habituellement de partir. Oui, vous l'avez trouvé. J'ai besoin que vous expliquiez au médecin ce qui s'est passé. Sa voix était ferme mais gentille. S'il vous plaît. Amara acquiesça et monta dans la voiture. Les sièges étaient doux, trop doux. Elle s'assit sur le bord, les mains serrées sur la bouteille d'eau. La ville défilait dans un rush de klaxons et de lumière. À l'intérieur du SUV, la respiration de la vieille femme était un fil ténu. Tiens bon, maman, murmura Anderson. Tiens bon, répéta Amara. Ils arrivèrent au centre médical de Lagos. Les infirmières vinrent. Un brancard roula. Lumière vive, bip rapide, odeurs âcres. Quelqu'un posa des questions. Amara répondit par de courtes et prudentes rafales. Elle était sous le pont. Faible. Je lui ai donné à manger. Un peu d'eau, puis elle s'est endormie. Appel téléphonique. Nous sommes venus. Les médecins hochèrent la tête. La vieille femme disparut derrière des portes battantes. Anderson se tourna enfin complètement vers Amara. À la lumière claire de l'hôpital, son visage semblait plus âgé, non par l'âge, mais par l'inquiétude. Ses yeux étaient d'un brun profond, et dans ceux-ci, Amara vit une tempête, luttant pour rester calme. Merci, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Je la cherche depuis une semaine. Elle est allée au marché et n'est jamais revenue. Une semaine, répéta Amara, choquée. Oui, il avala sa salive. C'est de ma faute. J'aurais dû être avec elle. J'aurais dû. Sa voix se brisa et il s'arrêta. Amara secouait rapidement la tête. Ce n'est pas de votre faute. Il l'observa, la voyant vraiment. La robe poussiéreuse, les bras minces, les yeux fatigués qui conservaient encore une petite lueur têtue. Quel âge as-tu? 19 ans. Et tes parents? Partis, dit-elle, simplement et clairement. Il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Quelque chose dans son visage s'adoucit. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, mentit-elle. Parce que parfois c'est ce qu'on dit quand la vérité est trop lourde. Ils s'assirent sur les chaises dures. Les minutes semblaient des heures. L'air de l'hôpital bourdonnait. Une infirmière passa. Un bébé pleura quelque part dans le couloir. Une vieille horloge tic-taquait sur le mur, régulière et lente. Quoi qu'il arrive, dit soudain Anderson. Je vous aiderai. Vous n'avez pas ignoré ma mère. Vous l'avez sauvée. Cela compte. Amara fixa le sol. Sa gorge était serrée. Personne ne lui avait promis de l'aide depuis très longtemps. Les portes battantes s'ouvrirent enfin. Un médecin en blouse verte sortit, son masque pendant sous son menton. Il regarda d'abord Anderson, puis Amara, comme s'il mesurait la taille de leur espoir. Comment va-t-elle? Demanda Anderson, se levant si vite que sa chaise gratta le sol. Le médecin prit une inspiration. Elle est très faible. Elle présente des signes de déshydratation et de choc.
Nous avons commencé les fluides et nous effectuons des tests. Nous devons la surveiller de près. Va-t-elle s'en sortir? Demanda Amara, sa voix fine comme du papier. Les yeux du médecin étaient gentils mais prudents. Nous faisons de notre mieux. Une alarme soudaine retentit dans la chambre. Un bip urgent et dur qui coupa le couloir comme un couteau. Le médecin se retourna. Restez ici. Il se précipita à travers les portes. Les infirmières coururent. Quelqu'un cria. Elle fait un arrêt. Une autre voix demanda le chariot d'urgence. Le bip devint sauvage. Anderson se figea, les poings serrés. Amara fit un pas vers les portes battantes, le cœur battant contre ses côtes, et murmura le seul mot qu'elle pouvait trouver. Maman! Les portes se fermèrent brutalement, le bip dans la chambre d'hôpital résonnait comme un tambour de peur. Les infirmières se précipitèrent, les voix nettes et rapides. Dégagez! Cria l'une d'elles. Anderson se figea, les poings serrés, les lèvres bougeant en une prière silencieuse. Amara pressa ses paumes l'une contre l'autre, murmurant, « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne la prenez pas. » Puis, soudain, le bip se stabilisa. Le son sauvage devint un rythme lent et régulier. Le bruit des pas précipités s'apaisa. La voix d'un médecin appela, firme, mais plus calme. Elle se stabilise. Anderson recula dans sa chaise, son souffle s'échappant en un lourd soupir. Ses yeux brillaient. Il se tourna vers Amara, et pour la première fois, il laissa échapper une larme qui coula le long de sa joue. Elle est vivante, dit Amara doucement, comme pour tester les mots. Anderson acquiesça, avalant difficilement. Oui, grâce à vous. Les 2 jours suivants furent un tourbillon. Anderson quitta à peine le chevet de sa mère. Amara, bien que timide au début, devint une présence discrète dans la chambre d'hôpital, apportant de l'eau, ajustant les oreillers, murmurant des mots doux à l'oreille de Madame Margaret même quand elle dormait. Et puis un matin, ses yeux s'ouvrirent. Faible mais vivante. Amara, murmura-t-elle, ses lèvres s'étirant en un petit sourire. Ma fille de gentillesse. Amara lui sourit en retour, les larmes remplissant ses yeux. Elle n'avait pas entendu le mot fille prononcé avec tant de chaleur depuis des années. Anderson se pencha en avant, serrant la main de sa mère. Maman, j'ai cru vous perdre. Sa voix trembla alors qu'elle expliquait ce qui s'était passé. Je rentrais du marché. Ils m'ont attrapé. Des hommes dans une camionnette. Ils ont pris mon sac, mes bijoux, tout. Ensuite, ils m'ont poussé sur la route. J'ai erré jusqu'à ce que mes forces me quittent et personne ne m'a regardé sauf elle. Son doigt pointa vers Amara. Anderson se tourna à nouveau vers elle. De la gratitude, du respect et quelque chose d'autre. Quelque chose de non dit brillait dans ses yeux. Nous vous devons tout. Amara secouait rapidement la tête. S'il vous plaît, ne dites pas cela. J'ai seulement fait ce que mes parents auraient voulu que je fasse. Sa voix se brisa un peu. Ils m'ont toujours dit, ne passez jamais à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide. Les yeux de Madame Margaret s'adoucirent. Et regardez comment Dieu vous a envoyé à moi. 2 jours plus tard, lorsque Madame Margaret fut assez forte pour quitter l'hôpital, Anderson insista pour qu'Amara les accompagne dans leur voiture. Le SUV passa devant les portes d'une vaste maison blanche avec des portes en fer hautes comme des arbres. Les murs brillaient. Une fontaine scintillait dans le jardin avant, l'eau attrapant le soleil de fin d'après-midi. Amara retint son souffle. Elle se pressa contre le siège en cuir, se sentant de plus en plus petite à chaque seconde qui passait. Ce n'est pas mon monde, pensa-t-elle. C'est une autre planète. Le chauffeur ouvrit sa porte. Ses jambes tremblèrent alors qu'elle descendait, ses sandales usées effleurant le sol en marbre propre de la cour. À l'intérieur, les lustres scintillaient au-dessus de sa tête. Les murs s'élevaient haut, décorés de peintures dans des cadres dorés. Un escalier en colimaçon montait comme quelque chose d'un rêve. Amara resta figée, son petit sac serré dans ses 2 mains, ayant peur de faire un faux pas. « Bienvenue à la maison », dit Anderson doucement. Elle secouait rapidement la tête. « Non, monsieur. Ce n'est pas ma maison. Ma maison est sous le pont. » Anderson fronça les sourcils. « Plus jamais, dit-il fermement. Dites-moi tout. Dites-moi comment une fille aussi intelligente que vous a fini dans un endroit comme celui-là. » Le poids de la question pesa sur sa poitrine. Pendant un long moment, elle ne put pas parler.
Mais quand Madame Margaret toucha son épaule d'une main maternelle, l'histoire jaillit. Elle leur parla de l'accident de ses parents, de la façon dont sa tante Adana et son oncle Namdi avaient volé tout. Comment ils avaient vendu la maison et l'avaient jetée dans la rue. Elle leur parla de la mendicité, de la faim, des nuits trop froides pour dormir. Et quand elle parla de son rêve de devenir médecin, sa voix se brisa de honte. Je voulais soigner les gens. Je voulais porter la blouse blanche. Mais les rêves ne survivent pas sous le pont. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai trop perdu. Je suis devenue trop vieille trop rapidement. La pièce devint silencieuse. La mâchoire d'Anderson se serra. Ses poings se serrèrent. Mais cette fois, non par peur. Cette fois par colère. Vous ne perdrez pas ce rêve, dit-il enfin, sa voix ferme comme celle d'un homme qui avait déjà pris sa décision. Pas tant que je vivrai. Les yeux d'Amara s'élargirent. Que voulez-vous dire? Je veux dire, continua Anderson, à partir d'aujourd'hui, votre vie change. Vous avez sauvé ma mère quand le monde est passé à côté d'elle. Maintenant, je vous rendrai ce que le monde vous a volé. Madame Margaret acquiesça fermement. Dieu nous a réunis pour une raison. Elle sourit, ses mains faibles encore chaudes. Vous serez ma fille à tous égards. Amara ne put retenir ses larmes. Elles tombèrent lourdes et rapides sur le sol en marbre poli. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Mais elle ne savait pas que ce n'était que le début, que sa gentillesse avait ouvert une porte bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Parce que tandis qu'Amara essuyait ses larmes dans la maison loin à travers la ville, la tante Adana et l'oncle Namdi étaient assis à compter l'argent qu'ils avaient volé, ne sachant pas que leur nom allait ressurgir d'une manière qui ébranlerait leur monde avide. L'air de la nuit dans la maison était calme. Mais dans le cœur d'Amara, des tempêtes faisaient encore rage. Elle était assise sur le balcon avec Madame Margaret, regardant les lumières de la ville au loin. Pour une fois, elle n'écoutait pas le grondement furieux de la circulation sous un pont. Elle écoutait la voix douce d'une femme qui l'appelait maintenant sa fille. Tu dormiras dans cette maison ce soir, dit Margaret doucement, sa main fragile reposant sur celle d'Amara. Plus de poussière, plus de sol froid. Tu appartiens à cette maison maintenant. Amara sourit faiblement, bien que ses yeux brillaient de larmes. Je ne mérite pas ça. Si, tu le mérites, murmura Margaret. Dieu élève les humbles et parfois la gentillesse est la seule clé d'un avenir verrouillé. Mais loin à travers Lagos, dans un appartement exigu rempli de fumée de cigarettes et de l'odeur de gin bon marché, la tante Adana et l'oncle Namdi comptaient des liasses de billets. Tu vois, Namdi? La voix d'Adana était aiguë de fierté. Nous avons vendu la maison et personne ne nous a arrêtés. Cette fille est probablement morte maintenant. Les mendiants ne durent pas longtemps. Namdi ricana, se versant un autre verre. Morte ou vivante, elle ne représente aucune menace. Qui croirait l'histoire d'une clocharde contre nous? Nous possédons son silence. Adana se renversa en arrière, son foulard glissant légèrement. Bien, car plus elle disparaît de ce monde, mieux c'est pour nous. Mais ils ne savaient pas que le destin avait d'autres projets, et leur secret volé commençait déjà à refaire surface dans la lumière. Le lendemain matin, Anderson entra dans le salon où Amara était assise nerveusement sur le bord d'un canapé crème. Il était grand, imposant, vêtu d'une simple chemise blanche aux manches retroussées. Mais ses yeux étaient concentrés, perçants, comme ceux d'un homme qui ne gaspillait jamais ses mots. « J'ai fait des arrangements, dit-il. Vous aurez un professeur particulier. Nous vous préparerons pour l'examen d'entrée à l'université. Si la médecine est votre rêve, alors la médecine ce sera. » Les yeux d'Amara s'élargirent. Ses lèvres tremblèrent. « Vous feriez cela pour moi ?» Anderson se pencha légèrement en avant. « Vous avez sauvé ma mère quand elle était à la porte de la mort. Dites-moi, quelle est la valeur de cela? L'argent ne peut pas l'acheter. Alors oui, Amara, je le ferai parce que votre gentillesse mérite un avenir. » Amara baissa son visage dans ses paumes, sanglotant doucement. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Margaret, observant depuis sa chaise, sourit. « Remerciez-le en devenant tout ce que vos parents voulaient que vous soyez. Élevez-vous si haut que ceux qui vous ont trahi n'auront pas d'autre choix que de s'incliner devant le Dieu qui vous a élevé. » Les mots frappèrent la poitrine d'Amara comme une promesse gravée dans la pierre. Les semaines passèrent. Amara étudia avec intensité, son esprit plus vif que ses vêtements déchirés ne l'avait jamais suggéré.
Elle dévora chaque manuel, résolut chaque problème, pratiqua tard dans la nuit sous la douce lueur d'une lampe dans la chambre d'amis de la maison. Anderson s'arrêtait parfois à sa porte, observant discrètement, mi-admiratif, mi-émerveillé. Mais son passé n'avait pas encore fini avec elle. Un soir, alors qu'Amara se rendait à la porte de la maison pour recevoir un colis du livreur, elle se figea. De l'autre côté de la rue, elle vit un visage qu'elle ne pouvait oublier, celui de sa tante Adana. Les yeux d'Adana s'élargirent, la reconnaissance jaillissant comme un éclair. Pendant un moment, elle resta immobile, la bouche légèrement ouverte. Puis ses lèvres se tordirent en un sourire moqueur et acéré. Eh bien, dit Adana en traversant lentement la route, ses talons cliquetant sur le trottoir. Alors, le rat des rues a appris à grimper au mur. La gorge d'Amara devint sèche. Tante, ne m'appelez pas comme ça. Adana siffla, jetant un regard vers les hautes grilles de la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui as-tu trompé pour te faire amener dans un endroit comme celui-ci? Je n'ai trompé personne, dit Amara tranquillement, serrant le colis plus fort. J'ai aidé quelqu'un, et maintenant Dieu m'aide. Le rire d'Adana était froid. De l'aide? Tu penses que la gentillesse te nourrit? Non. C'est l'argent qui le fait, et cet argent ne t'appartiendra jamais. Elle se pencha plus près, sa voix baissant. Fais attention, Amara. Si tu penses pouvoir t'élever au-dessus de moi, je te ramènerai dans la boue d'où tu viens. Les grilles de la maison s'ouvrirent, et Anderson sortit. Son regard perçant passa d'Amara à la femme plus âgée qui se tenait devant elle. Y a-t-il un problème ici? Les yeux d'Adana vacillèrent nerveusement, mais sa fierté la maintint en place. Aucun problème. Je saluais simplement ma nièce et présumée nièce. Anderson répéta, sa voix teintée de suspicion. Amara baissa la tête, les lèvres tremblantes. Oui, c'est ma tante. Les yeux d'Anderson durcirent. Il reconnut quelque chose de dangereux dans le ton de la femme, quelque chose d'avide. L'instinct protecteur s'éveilla en lui. Il se rapprocha d'Amara, sa présence imposante. Si vous êtes sa famille, dit Anderson fermement, alors vous devriez avoir honte. Une famille protège les siens. Il ne les jette pas dans la rue. Partez maintenant et ne vous approchez plus d'elle. Les lèvres d'Adana se serrèrent. Sa fierté fut blessée, mais les grilles de la maison se refermaient et le regard d'Anderson était inflexible. Elle fit volte-face et s'éloigna, marmonnant entre ses dents. Amara resta tremblante, sa poitrine serrée par de vieux souvenirs qui revenaient la hanter. Anderson posa une main ferme sur son épaule. N'aie pas peur. Ils ne peuvent plus te faire de mal. Pas tant que je suis là. Mais dans son cœur, Amara savait que ce n'était pas fini. Si Adana l'avait vu ici, si Nami l'apprenait, il ne se reposerait pas avant d'avoir trouvé un moyen d'empoisonner sa lumière montante. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise à son bureau, essayant de se concentrer sur des équations et des diagrammes, la main d'Amara tremblait autour de son stylo. Son esprit n'était plus sur les pages. Il était sur l'ombre du sourire de sa tante. Elle ne savait pas que dans un appartement faiblement éclairé de l'autre côté de Lagos, Adana et Anandi complotaient déjà leur prochain coup. Et cette fois, ce ne serait pas seulement des menaces, ce serait la guerre. La première lumière de l'aube se répandit dans la chambre d'Amara. Elle était assise à son bureau d'études, ses notes étalées, son stylo se déplaçant rapidement sur la page. Des cernes marquaient ses yeux, mais son esprit brillait. Les examens d'entrée étaient dans quelques semaines, et elle était déterminée à ne pas gaspiller la chance qu'Anderson lui avait donnée. Du balcon, Anderson observait en silence. Il s'appuyait contre la rambarde, sa chemise blanche déboutonnée au col. Chaque nuit, lorsque la maison devenait silencieuse, il se retrouvait souvent là, à regarder Amara, admirant sa concentration, sa force, sa volonté inébranlable. Quelque chose en lui s'éveillait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Margaret le remarqua aussi. Elle était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, ses yeux sages suivant son fils. Tu tiens à elle plus que tu ne le réalises, murmura-t-elle. Anderson se tourna rapidement, son visage se durcissant. Maman, s'il te plaît. J'ai aussi été jeune, dit-elle avec un faible sourire. Je connais le regard d'un homme qui a trouvé ce que son cœur cherchait. Anderson ne dit rien. Mais son silence parlait plus fort que les mots. De l'autre côté de la ville, Adana et Numi n'étaient pas silencieux. Elle vit dans la maison d'Anderson. Adana siffla, claquant une tasse de thé sur leur table en bois.
Cette fille que nous avons jetée est maintenant dans sa maison comme si elle y appartenait. Num fronça les sourcils, ses yeux se rétrécissant. Si Anderson l'a prise sous son aile, cela signifie qu'elle vaut quelque chose pour lui. Et si elle vaut quelque chose pour lui, alors elle est une menace pour nous. Adana se pencha en avant, sa voix tranchante comme un couteau. Nous ne pouvons pas lui permettre de s'élever. Si elle devient médecin, si elle acquiert du pouvoir, elle reviendra nous chercher. Elle exposera tout. Que suggères-tu ? Demanda Nandi lentement. Les lèvres d'Adana se tordirent. Nous reprenons le contrôle. Nous répandrons le mot qu'elle est une menteuse, qu'elle utilise Anderson pour l'argent. Nous le ferons douter d'elle. Et si cela échoue, ses yeux brillèrent. Nous connaissons encore des hommes qui peuvent terminer ce qu'ils ont commencé. Nandi grogna en signe d'accord. Bien. Qu'elle goûte à nouveau la peur. Dans la maison, la vie continuait. Le tuteur d'Amara louait son esprit vif. Vous avez les qualités d'une étudiante en médecine de premier plan. Il dit à Anderson un soir. Elle est une naturelle. Sa discipline est rare. La poitrine d'Anderson gonfla de fierté qu'il ne montra pas. Il se contenta de hocher la tête. Assurez-vous qu'elle ait toutes les chances de réussir. Mais Tamara n'était pas aveugle. Elle voyait la façon dont les yeux d'Anderson s'attardaient lorsqu'elle parlait passionnément de médecine. Elle remarquait comment il s'assurait toujours que sa lampe d'étude fonctionnait. Comment il laissait des assiettes de nourriture devant sa porte quand elle oubliait de manger. Elle sentait la chaleur de sa présence discrète. Et à chaque petit geste, son cœur s'alourdissait de quelque chose de nouveau, de quelque chose de dangereux, de quelque chose de beau. Pourtant, elle gardait son attention sur ses livres, se rappelant le rêve de ses parents. Elle voulait les rendre fiers au ciel. La tempête éclata un après-midi humide. Amara était allée dans le jardin avec Margaret, poussant doucement son fauteuil roulant le long du chemin carrelé. L'air sentait les fleurs et la pluie. Margaret leva la main pour toucher la joue d'Amara. « Ma fille, dit-elle doucement. Tu me rappelles la jeune fille que j'étais avant que la vie ne prenne temps. Forte, brave, douce. Ne perds jamais cela. » La gorge d'Amara se serra. « Maman, personne ne m'a jamais appelé sa fille comme ça. »« Merci. » Avant que Margaret ne puisse répondre, les grilles de la maison s'ouvrirent bruyamment. Les gardes de sécurité crièrent. Une foule de personnes se précipita. Des voisins, des inconnus, des reporters tenant des caméras. Ils pointaient du doigt, chuchotant durement. La voilà, cria un homme. C'est la fille. Elle a été surprise en train de voler dans la maison de son oncle. Amara se figea, ses mains se serrant sur le fauteuil roulant. Quoi ? Une voix de femme domina le bruit, forte et cruelle. C'est Amara, ma méchante nièce. C'était une Donna. Elle se tenait à la grille, agitant des papiers dans sa main, son visage tordu par une fausse tristesse. Elle s'est enfuie après avoir volé chez nous, et maintenant elle trompe Anderson avec des mensonges. La foule murmura avec colère. Certains pointèrent du doigt, alors elle n'est pas orpheline. C'est une voleuse. La poitrine d'Amara s'effondra. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle, sa voix se brisant. Ils mentent. Ils m'ont tout volé. Mais la foule n'écoutait pas. Le poids de leur regard l'écrasait. Pendant un moment, cela lui rappela le pont. Des gens passant, jugeant, ne voyant jamais la vérité. Anderson fit irruption dans le jardin, sa présence faisant taire le bruit. Ses yeux flamboyaient de colère alors qu'il se tenait entre Amura et la foule. Assez, rugit-il. Les murmures se turent. Même la voix d'Adana trembla sous sa fureur. Cette jeune fille, dit Anderson, sa voix ferme, a sauvé la vie de ma mère alors que vous passiez tous à côté d'elle. Elle a donné son dernier repas à une femme mourante alors qu'elle n'avait rien elle-même. Si vous l'appelez une voleuse, alors elle n'a volé que mon respect et ma confiance, et je les ai donnés librement. Il se tourna vers Adana, ses yeux perçants. Quant à toi, femme, tes mensonges s'arrêtent ici. Ne prends pas mon silence pour de la faiblesse. Je connais des hommes comme toi et ton mari, et je te promets que la vérité triomphe toujours de ton avidité. La foule se déplaça, mal à l'aise. Les caméras cliquetèrent. Le visage d'Adana se durcit, mais la peur scintilla dans ses yeux. Elle se retourna brusquement et partit, ses malédictions traînant derrière elle. Les grilles se fermèrent. Le silence revint. Mais Tamara s'effondra à genoux, tremblante, les larmes coulant rapidement.
Pourquoi ne me laisse-t-il pas vivre en paix? Anderson s'agenouilla à ses côtés, sa main ferme sur son épaule. Parce que ta lumière les aveugle, mais tu ne seras plus brisé. Margaret se pencha de son fauteuil roulant, sa main tremblant alors qu'elle touchait le visage d'Amara. Ma fille, ce n'est que le début. Quand le destin appelle, des ennemis se lèvent, mais le destin gagne toujours. Amara regarda entre la mère et le fils, son cœur gonflant d'un mélange de peur, de gratitude et de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Mais dans l'ombre, Adana et Namdi n'avaient pas fini, et cette fois ils frapperaient là où cela ferait le plus mal. Les accusations ne s'arrêtèrent pas aux grilles de la maison. Au matin, les journaux reprenaient les mensonges d'Adana, étalant le visage d'Amara à côté de gros titres. Fille des rues ou chasseuse de fortune, les murmures grandirent, et la pression pesa lourdement sur ses épaules. Amara était assise dans la bibliothèque de la maison, ses livres intacts, ses yeux gonflés par des nuits sans sommeil. Peut-être devrais-je partir, murmura-t-elle pour elle-même. Je ne veux pas ruiner le nom d'Anderson. La porte s'ouvrit. Anderson entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une devant elle, puis s'assit en face d'elle. Son regard était calme mais ferme. Répète cela, dit-il. Amara baissa les yeux. Peut-être que si je m'en vais, les mensonges cesseront. Tu mérites la paix. Anderson se pencha en avant. La paix sans toi n'est pas la paix. Penses-tu que j'ai construit une entreprise, affronté des rivaux, livré des batailles pour être ébranlé par des rumeurs? Non, Amara. La vérité ne se soumet pas aux mensonges, et toi non plus. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne dit rien. Anderson tendit la main à travers la table, prenant doucement ses mains dans les siennes. Regarde-moi. Elle leva les yeux lentement. Tu ne pars pas. Tu ne fuis pas. Tu as sauvé la vie de ma mère quand personne d'autre ne s'en souciait. Tu en sauveras beaucoup plus quand tu porteras cette blouse blanche. Et je combattrai quiconque essaie de voler ton rêve. Pour la première fois depuis des semaines, un faible sourire effleura les lèvres d'Amara. Le jour de l'examen arriva. La salle de l'université de Lagos bourdonnait avec des centaines d'étudiants, les stylos cliquetants, les papiers bruissants. Amara était assise au milieu de la rangée, le cœur battant, les mains tremblant légèrement. Elle ferma les yeux un instant, murmurant une prière silencieuse, « Papa, maman, guidez-moi ». Puis elle prit son stylo et écrivit. Des heures plus tard, elle sortit avec un poids en moins. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait certaine. Elle avait tout donné. Des semaines passèrent avant que les résultats n'arrivent. Anderson lui-même apporta l'enveloppe dans sa chambre. « Ouvre-la » insista-t-il, sa voix trahissant une rare nervosité. Les doigts d'Amara tremblèrent alors qu'elle la déchirait. Ses yeux parcoururent la page, puis s'élargirent, se remplissant de larmes. « J'ai réussi » murmura-t-elle. « Je suis admise. Médecine chirurgie. » Le visage d'Anderson se fendit du plus large sourire qu'elle ait jamais vu. Il la souleva du sol dans une étreinte enveloppante. « Tu as réussi. » Margaret, observant depuis sa chaise, applaudit, les larmes coulant librement. « Ma fille, le docteur », 5 ans plus tard, la salle éclata en applaudissements alors qu'Amara, maintenant âgée de 24 ans, traversait la scène dans sa robe de remise des diplômes, son sourire radieux, le cœur battant. Elle reçut la médaille de la meilleure étudiante diplômée. Les caméras flashèrent, les voix acclamèrent. Anderson et Margaret étaient assis au premier rang, applaudissant jusqu'à s'en faire mal aux mains. La poitrine de Margaret gonfla de fierté alors que les larmes coulaient le long de ses joues. Ce soir-là, de retour dans la maison, Anderson conduisit Amara sur le balcon. Les lumières de la ville s'étendaient devant eux, scintillant comme un ciel à l'envers. « Tu as accompli ce que tu pensais autrefois impossible », dit-il doucement. « Tu es devenu médecin. » Amara se tourna vers lui, les yeux brillants. « Parce que tu as cru en moi quand je n'avais rien. » Anderson s'arrêta, la gorge serrée. Puis lentement, il sortit une petite boîte en velours. Amara sursauta, ses mains volant à sa bouche. « Amara » dit-il, sa voix instable, mais pleine de conviction. « Tu m'as rendu ma mère. Tu m'as donné de l'espoir. Je ne veux pas seulement marcher dans cette vie avec toi. Je veux la construire avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent le long du visage d'Amara. Elle acquiesça, incapable de parler. Enfin, d'une voix étouffée, elle dit « oui ». 1000 fois, oui. Derrière eux, Margaret, qui les avait suivis discrètement, essuya ses yeux avec des mains tremblantes.
Mon Dieu, tu es fidèle, murmura-t-elle. Puis elle avança en fauteuil roulant, plaçant ses mains sur les leurs. Mes enfants, ma joie est complète. Le mariage fut grandiose. L'église débordait de invités, les lustres brillant au-dessus des roses blanches et des rubans dorés. Alors que les portes s'ouvraient, Margaret conduisit Amara dans l'allée. Ses pas lents mais stables, son visage radieux de larmes. Anderson se tenait à l'autel, les yeux fixés sur Amara, le cœur battant. Quand Amara prononça enfin ses vœux, la salle tomba dans le silence. Aujourd'hui, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Je n'épouse pas seulement l'homme que j'aime. J'épouse le fils de la femme que j'ai un jour nourri avec la peu de nourriture que j'avais. Cet acte de gentillesse m'a donné une seconde chance dans la vie. Tu m'as rendu mon rêve, ma dignité et mon avenir. Et je promets, tant que je respirerai, de t'aimer et de t'honorer. Les larmes coulèrent librement sur chaque visage dans l'église. 4 ans plus tard, après de nombreuses prières et larmes, Amara et Anderson accueillirent enfin un petit garçon. Ils l'appelèrent Richard. Quand Margaret tint son petit-fils dans ses bras, elle s'effondra complètement. Ses cheveux gris brillaient dans la lumière du soleil traversant la fenêtre. La gentillesse, murmura-t-elle à travers ses sanglots. La gentillesse m'a rendu mon fils, et la gentillesse m'a donné un petit-fils. Amara, la regardant, pressa son visage contre l'épaule d'Anderson. De la poussière sous le pont à la lumière d'une maison. De la faim à la guérison. De la perte à l'amour, son histoire avait été réécrite. Et tout a commencé avec une simple assiette de riz jollof. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes.